Avez-vous pris contact avec Michel Onfray pour un débat, car depuis quelque temps, celui-ci prend régulièrement en référence le programme de l'UPR et votre personne? Alors non, je n'ai pas pris contact avec Michel Onfray. En revanche, le site de la revue Front Populaire, qui a été créé par Michel Onfray et par Stéphane Simon, m'a invité. Et pas plus tard qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, puisque j'ai été invité par Bertrand Guyot, qui est journaliste et rédacteur en chef adjoint de ce médium, donc de Front Populaire, animé par Michel Onfray, et qui m'a invité. Donc ça avait été fixé depuis plusieurs jours. Ils avaient modifié d'ailleurs la date. Et donc je suis allé dans leur studio aujourd'hui, ce 15 janvier 2025. J'ai eu un entretien que je pense très très riche. J'ai d'ailleurs dit des choses certaines que j'ai dites ce soir, mais pas tout, et j'ai dit beaucoup d'autres choses. Et puis j'ai dit des choses en plus et des choses en moins par rapport à ce soir. Donc j'ai fait cet entretien qui devrait normalement sortir mercredi de la semaine prochaine, mercredi prochain. Ça risque de se télescoper un peu avec la sortie, avec notre direct, mais enfin, on fera comme ça. Voilà. Donc, alors je n'ai pas vu M. Onfray qui n'était pas là, mais donc j'ai été invité dans le média qu'il a créé en 2020. Mais donc j'ai vraiment été invité. Donc ça s'est très bien passé. J'ai été très agréablement reçu. Sans aucune difficulté, et l'entretien est véritablement intéressant. Je m'en félicite, je m'en réjouis. Je note d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de médias qui me tenaient un petit peu en lisière, notamment des médias qui pouvaient être sous certains jours plutôt colorés un petit peu à gauche, qui m'invitent. J'ai été invité de façon extrêmement gentille par Aude Lancelin sur QG. Malheureusement, pour des raisons d'économie générale de leur site, seuls les abonnés peuvent visionner l'entretien que j'ai eu avec Aude Lancelin et surtout avec Nicolas Meillan et François Boulot. Mais lorsque ça a été diffusé, c'était en accès libre pour tout le monde. On avait prévenu tout le monde. C'est vraiment très intéressant. On a eu un contact tout à fait intéressant avec des personnes. Donc Nicolas Meillan était déjà venu à l'université d'automne de l'UPR il y a 2 ans. François Boulot, je l'avais rencontré au moment où il y avait la crise des Gilets jaunes. Je ne l'avais pas revu depuis. C'est quand même un média qui est connoté à gauche, parfois même très à gauche, qui a trouvé convenance à m'inviter. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est que je me permets d'insister sur c'est pas facile de faire ce que je fais. Et j'essaie d'être fidèle à notre charte fondatrice. C'est-à-dire que je suis quand même un des rares responsables politiques qui suis invité sur des sites Internet qui ont des positions idéologiques quand même très très différentes. Je suis invité par Frontières, l'ancien Livre Noir, qui est très proche du Rassemblement national. Je suis invité sur Omerta, je suis invité sur TV Liberté, je suis invité sur Radio Courtoisie, je suis invité sur Tocsin, je suis invité sur Front Populaire, et maintenant je suis invité également sur QG. Donc j'essaie comme ça. Et si je suis invité un peu partout, c'est que les gens commencent à comprendre sur la sphère politique française ce que je ne cesse de dire depuis 18 ans. C'est que la situation, elle est tellement grave, qu'il faut se rassembler et rassembler tous les patriotes des deux rives, des deux côtés, comme l'avait fait De Gaulle avec le Conseil national de la résistance. Et c'est une chose que de dire on va rassembler au-dessus du clivage droite-gauche. Mais c'en est une toute autre de le faire en vrai. Parce que depuis 18 ans, avec la charte que j'avais rédigée, avec les analyses et le programme que nous faisons, je veille avec un soin scrupuleux. Parfois, il peut y avoir peut-être ici ou là quelque chose qui passe un petit peu moins. Mais j'essaie, avec un souci extrêmement scrupuleux,
de répondre sans détour aux interrogations de nos compatriotes, je viens de le faire aujourd'hui sur l'affaire algérienne par exemple, mais de le faire toujours avec bienveillance, souci de la vérité, connaissance approfondie du dossier, mais aussi avec le souci de ne pas être de parti pris, de savoir qu'au bout du compte, nous sommes tous Français, comme le disait le duc de Berry quand ils étaient, qui était le deuxième fils de Charles X, quand il s'était entreposé à la fin de la bataille de Waterloo, il y a la débandade de la grande armée, donc 1815, 18 juin 1815, et donc il y a la débandade de la grande armée qui rencontre les troupes restées fidèles à Louis XVIII. C'est à l'issue des 100 jours. Vous savez que Louis XVIII s'était réfugié à Gand, etc. Donc il y a les armées loyales à Louis XVIII qui va remonter sur le trône, les armées loyales à Napoléon Ier qui vient de chuter définitivement. Et il commence à se tirer dessus. Et donc le duc de Berry, c'est resté célèbre, ça a été l'objet de nombreuses médailles justement. Le duc de Berry, qui était le fils favori de Charles X, qui a été d'ailleurs assassiné, et le duc de Berry s'était entreposé avec sa monture en disant soldats, halte au feu, nous sommes tous Français. Voilà. Et moi, c'est ça qui me préoccupe tout le temps dans l'UPR. Nous sommes tous Français. C'est-à-dire que, bien sûr, que certains trouvent parfois que je suis pas assez ci, que je suis trop ça, etc. Mais ce que je fais, j'essaie de tenir la balance égale pour savoir qu'au bout du compte, il faudra qu'on se rassemble, les patriotes des deux rives, comme on dit. Or, actuellement, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité ce que je vais dire encore. C'est que M. Zemmour ou Mme Le Pen n'est pas capable d'attirer les électeurs de gauche, du LFI. Ça n'aura pas lieu. On peut le regretter, c'est comme ça. De la même façon que M. Mélenchon, Mme Rima Assad, Mme Panot ne sont pas capables d'attirer à eux les électeurs qui votent pour Zemmour et pour le RN. On peut le regretter, c'est comme ça. Voilà. Que quelqu'un qui soit convaincu du contraire vienne m'expliquer en quoi je me trompe dans mon raisonnement. Ça veut donc dire qu'on se retrouve dans la même situation que Charles de Gaulle en 1943. Parce que de Gaulle, il était confronté à quoi? Il y avait une armée d'occupation, l'armée allemande, il fallait libérer la France et il fallait essayer de drainer les patriotes des deux camps. Les patriotes, c'était qui, en fait? Vous aviez des communistes qui étaient très puissants. D'ailleurs, le programme du CNR a été tenu par Pierre Vimont, qui était un communiste. Une des grandes, des pans entiers, enfin, c'est pas très long le programme du CNR, mais des morceaux entiers du CNR ont été écrits par un responsable du Parti communiste français clandestin. Mais il y avait aussi des socialistes, mais il y avait aussi des chrétiens sociaux, des gaullistes. Il y avait même l'extrême droite de la cagoule. Une extrême droite anti-allemande, parce que ça existait. Et vous avez des gens de droite qui ont été résistants. Et Destiendorf, Emmanuel Destiendorf, qui était d'une grande famille aristocratique et qui est un héros de la résistance. Et De Gaulle avait tenu à ce que Jean Moulin essaie de rassembler, ça allait du Parti communiste jusqu'à la cagoule. Et lorsque nécessité fait loi, il doit y avoir justement... On doit faire abstraction de nos différences pour se rassembler sur ce qui est fondamental. Et pourquoi De Gaulle a-t-il pu réussir à rassembler en définitive tout le monde? Parce que De Gaulle, il avait été rejeté par les communistes, qui considéraient que c'était un bourgeois, que ci, que ça, qu'il avait été proche de Pétain, ce qui était vrai. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les communistes renvoyaient dos à dos à Hitler et puis les puissances capitalistes, en disant tout ça, c'est des conflits entre capitalistes. Vous savez qu'au mois d'octobre-novembre, vous avez Jacques Duclos du Parti communiste français qui est allé à Paris à la Kommandantur pour demander aux nazis l'autorisation de faire reparaître l'humanité. Parce qu'on était encore sous l'empire de l'accord Ribbentrop-Molotov.
Et puis à partir de l'opération Barbarossa, lorsque les troupes nazies ont envahi l'Union soviétique, d'un seul coup, ça a complètement changé. Et là, le Parti communiste, non seulement est entré dans la résistance, mais il est devenu, on peut le dire largement, pas entièrement, pas exclusivement, mais quand même une part très importante de la résistance intérieure. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste parlait de lui-même comme le parti des fusillés. Il y avait eu 70 000 communistes fusillés qui ont été des héros de la résistance. Et donc au début, ils avaient rejeté De Gaulle. Mais lorsqu'est arrivée la libération, lorsqu'on a connu les plans des Américains, de Roosevelt, c'est expliqué, je l'ai dit dans ma vidéo récente, sur la vente aux enchères des objets de De Gaulle, j'ai rappelé ce qu'est la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale et que les Américains voulaient maintenir au pouvoir, après qu'ils aient débarqué en France, ils voulaient maintenir au pouvoir Pétain, Laval et sortir d'un chapeau Édouard Herriot, l'ancien président du Conseil. C'était ça que voulaient les Américains. C'est De Gaulle lui-même qui le raconte à plusieurs reprises dans les mémoires de guerre, je crois, en tout cas de façon certaine, dont ses perfites le rapportent. C'est-à-dire que les Américains voulaient maintenir au pouvoir, après le 6 juin 1944 en France, ils voulaient mettre un gouvernement d'occupation et maintenir au pouvoir comme fantoches 2 personnes, Pétain et Laval, qui ont été condamnées à mort par la justice française. Les Américains ne sont pas du tout des gens tout à fait sympathiques, hein. Lorsque les communistes français ont constaté ça, il était évident qu'ils préféraient De Gaulle, même s'il était bourgeois, même ils préféraient quand même De Gaulle à Pétain et Laval. C'était évident. Mais maintenant, posons-nous la question du point de vue de la droite et de l'extrême droite. Lorsque Pétain est allé à Londres, lorsque De Gaulle est allé à Londres, les pétainistes, ceux qui ont soutenu l'action du maréchal Pétain après, pendant la collaboration, l'État Vichy, qualifiaient De Gaulle de cinglé, d'un type qui avait un melon extraordinaire, et ci et ça. Il l'avait caricaturé sous le terme de dingolite. Et puis il disait que c'était, en fait, il était aux mains du complot judéo-bolchevique. C'est ça qu'il disait de Gaulle. Et de la maçonnerie. C'était le discours des pétainistes. Mais quand tout s'est effondré, quand Hitler a fait venir à Sigmaringen Pétain et compagnie, parce qu'il n'a pas marché dans la combine, il avait compris que les Américains voulaient maintenir Pétain et Laval. C'est De Gaulle aussi qui raconte ça. Hitler a dit non, tout ça, il faut pas exagérer. Et donc De Gaulle est arrivé au pouvoir contre la volonté des États-Unis. Mais vu de l'extrême droite pétainiste, de la droite conservatrice pétainiste, entre De Gaulle et les communistes, je rappelle que les communistes étaient très puissants au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Staline, c'est l'Union soviétique qui a triomphé de l'Allemagne nazie. C'est pas les Américains, ceux qui ont cassé la machine hitlérienne. Ce sont les Soviétiques avec la bataille de Stalingrad, puis la bataille de Koursk, et enfin l'opération Bagration. Ce sont les 3 grands moments de destruction de la puissance nazie. Et les Américains sont arrivés, ils ont eu leur mérite, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas eux qui ont fait tourner la bataille. Le prestige de Staline était immense en 1945, immense. Et les communistes français, le Parti communiste français, le parti des fusillés, en 1947, ou dans la fin des années 40, aux élections, faisait 28% des voix. C'était considérable, d'autant plus que c'était un vrai parti communiste. Un parti marxiste-léniniste stalinien. Staline était encore en vie. C'était avec comment il s'appelait le chef des communistes français à l'époque. Comment ? Mais non, Fabien Roussel, c'est aujourd'hui. Non. Je n'ai que ça. Bref. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est le Parti communiste aujourd'hui. Le Parti communiste aujourd'hui, c'est un parti communiste, il n'est pas communiste.
Il a mis de côté la doctrine, comment dirais-je, la doctrine marxiste-léniniste. C'est un parti sociétal, le parti de M. Roussel ou de M. Yann Brossa. Non, strictement, Marx, c'est Engels, Marx, Lénine et Staline doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient le Parti communiste français d'aujourd'hui. Il n'a plus rien de communiste. Le Parti communiste n'est pas plus communiste que les Républicains ne sont gaullistes. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Et donc, la droite française, entre les communistes staliniens et De Gaulle, ils préféraient De Gaulle. Voilà. C'est-à-dire que De Gaulle, avec tous ses défauts, au bout du compte, c'était la personne qui était le plus grand commun dénominateur. Parce que justement, il avait su tenir une espèce de balance un peu équilibrée entre les deux. C'est ça que je fais depuis 18 ans. Vraiment, j'insiste sur l'intelligence de mes concitoyens. Il faut qu'ils réalisent ce qui est en train de se passer. Hein ? Il faut absolument qu'ils mettent de côté les comportements électoraux anciens. Parce que, il y a cette citation que j'ai faite l'autre jour, que je remets ici, qui est attribuée faussement à Einstein. C'est pas du tout Einstein qui a dit ça. C'est une activiste américaine qui s'appelle Rita Mae Brown, qui est toujours en vie d'ailleurs. Vous trouverez sa notice Wikipédia. C'est une activiste américaine, dramaturge. Je crois qu'elle écrit des pièces de théâtre, etc. Elle a eu cette formule dans une de ses pièces ou dans un de ses romans. Et elle a dit, enfin c'est en américain mais traduit en français, « La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. » Rita Mae Brown. Allez vous renseigner sur Wikipédia. Rita Mae Brown. La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. Si les Français, en 2027, pour la prochaine élection présidentielle, se disent « Ah non, moi j'ai toujours voté à gauche, je vais voter Mélenchon », et d'autres disent « Ah non, 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 moi je suis fidèle au Rassemblement national, je vais voter RN », on aura qui au bout du compte ? On aura Édouard Philippe. C'est ça qui est prévu par le système. Voilà. Donc que les gens réfléchissent. Si vous voulez vraiment sauver la France, il faut sortir des schémas qui vous sont mis dans la tête constamment par les instituts de sondage et par les médias tenus par des milliardaires qui veulent le maintien du système, justement. Et il faut comprendre qu'il y a une force politique, c'est l'éléphant dans le couloir, comme disent les Anglais. Les Français ne veulent pas la voir, elle est devant vous, qui vous apporte l'offre politique dont vous avez besoin pour casser ce maléfice, on se croirait dans un conte d'Andersen, ce maléfice qui fait que, au bout du compte, les Français renouvellent encore et encore et encore les mêmes comportements électoraux qui ont pour effet d'aboutir à des élections de type style Macron. Le prochain sur la ligne de départ, c'est M. Édouard Philippe. Voilà la réalité de la situation. Et que ceux qui disent « Non, 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 mais la prochaine fois, ça sera la bonne », non. Ça fait maintenant... S'agissant du Front National, ça fait maintenant, depuis 1974, ça fait quand même 50 ans que les électeurs du Front National nous disent la prochaine fois, c'est la bonne. Pareil du côté Mélenchon. Voilà. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi tragique que cela. Parce que malheureusement, il faudrait que le peuple français... mûrissent et comprennent qu'il ne doit pas faire confiance aux solutions politiques qui lui sont présentées par les médias et par les sondages. Il doit justement chercher celui qui leur est caché par les médias. Je peux vous dire une chose, hein. C'est que De Gaulle, en 40, 41, 42, 43, il était caché par les médias français. Voilà la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le numéro 45, mercredi 22 janvier 2025. D'ici là, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année, de bien vous porter, et puis vive la France.